On va revenir sur Crans-Montana, et oui, vous savez, cet incendie dans le bar Le Constellation, puisque maintenant, eh bien, le propriétaire vient d'être libéré. Voilà, sans aucun putain de problème. Il vient de se faire libérer en ayant déposé une caution de 200 000 francs suisses. Il y a aussi du nouveau dans l'affaire, donc justement, on va revenir un peu sur tout ça. Et on a même Georgia Meloni, messieurs dames, qui a réagi à sa libération. Donc, désolé, je bois un petit coup. C'est le matin, petit jus d'orange. Donc on va revenir un peu sur tout ça puisque vous le savez, la dernière fois on s'était quitté il y a quelques jours maintenant, voire même peut-être une semaine au moins, si ce n'est plus d'ailleurs. Et tout simplement, on avait appris pas mal de choses. Et bien là, on a encore pas mal d'informations. On commence ici directement par cette nana. Vous voyez cette nana à droite, c'était la serveuse qui était sous le casque. Voilà, c'est elle qui est à l'origine de l'incendie involontaire, mais avec les feux de Bengale dessus sur les bouteilles. Donc c'est elle en fait qui est juste sur les épaules d'un mec avec son casque. Et bien malheureusement elle est décédée. Voilà, elle est décédée. Au cœur du drame de Crans-Montana, la serveuse Sian Panin, décédée dans l'incendie, était écrite par le couple de gérants Jessica Moretti, Jacques pardon, et Jessica Moretti comme un membre de la famille. Retenez bien ça, ça va être très important pour après. Vous allez voir, il y a un peu d'hypocrisie quand même. Elle était pour nous comme une belle fille, comme ma petite sœur, elle a passé Noël avec nous, je suis anéantie, a déclaré Jessica Moretti. Compagne d'un cuisinier proche du couple d'exploitants, elle leur était très liée. Son compagnon se souvient d'une fille extraordinaire et solaire. Du feu, du feu solaire, même. Est-ce que c'est trop tôt pour faire cette blague ou pas? C'est Jacques Moretti qui, arrivé sur les lieux, la retrouve inanimée derrière la porte de service restée bloquée. Il affirme avoir tenté de la réanimer pendant plus d'une heure jusqu'à l'arrivée des secours. Pendant une heure, hein. Juchée sur les épaules d'un autre serveur, c'est elle qui a accidentellement déclenché l'incendie. Selon les avocats de sa famille, elle ne faisait que suivre les consignes de ses employeurs. Ce n'était rien d'inhabituel. Elle ne peut en aucun cas être tenue pour responsable. Ses proches estiment que la responsabilité incombe à la direction et aux autorités. Je veux que plus jamais aucune maman du monde ne vive cette douleur et cette injustice. Si je parle aujourd'hui, c'est uniquement pour ça, a témoigné sa mère Astrid sur BFM. Donc, c'est elle, tout simplement, qui a déclenché l'incendie malheureux, voilà, de manière involontaire, mais malheureusement, bah, elle est décédée dans cet incendie, même, justement. Ici, on a un article très intéressant. Je vais pas vous le lire en entier parce qu'il est assez long, mais je vous mets le lien dans la description et dans le commentaire épinglé si j'y pense, parce que vraiment, c'est ultra intéressant comme article. Il est très complet. Il y a pas mal de choses et en fait, c'est autour de des choses un peu ambiguës sur notamment son installation en Suisse. Voilà, comment ça se fait qu'il a réussi à s'installer en Suisse et surtout au-delà de ça, pourquoi la Suisse et notamment le Valais, la province du Valais, enfin la région là, le coin. Comment ça se fait qu'en fait ils acceptent énormément de gens qui ont des passés ultra douteux, alors même que ça met en péril la réputation du lieu, tout simplement. L'affaire de l'incendie tragique le bar de Le Constellation met en lumière, une fois de plus, la facilité avec laquelle des personnes condamnées à l'étranger parviennent à s'installer en Valais, y ouvrir un établissement, des comptes en banque, y incorporer des sociétés et y acquérir des biens immobiliers. Jacques Moretti, propriétaire du bar, a été condamné en octobre 2008 par le tribunal d'Annecy à 12 mois de prison, dont 8 avec sursis, donc il a quand même fait 4 mois ferme, pour proxénétisme aggravé. On en avait parlé, mais il y a un peu plus de contexte, justement, on connaît les dessous de l'histoire. Il aurait ainsi installé des jeunes femmes en vue de leur prostitution dans les salons de massage à Genève. C'est bien, c'est sympa, dis donc. Hein, c'est intéressant comme concept. Aujourd'hui placé en détention provisoire pour 3 mois pour homicide par négligence et présumé innocent, il avait obtenu en 2015 une autorisation d'exploiter un établissement de la commune de Crans-Montana. Par ailleurs, il était client de la banque cantonale du Valais pour lui et ses entreprises. Il a par ailleurs créé des sociétés et acquis divers biens immobiliers en payant les transactions en liquide, hein, clin d'œil, clin d'œil. Au fil de l'ensemble de ces autorisations, l'approche adoptée par les autorités valaisiennes et les intermédiaires concernés a été questionnée à de nombreuses reprises. En réalité, elle aura ignoré un aspect fondamental, le souci éthique et réputationnel. Et du coup, il y a une analyse derrière. Donc je vous mets le lien de cet article-là qui est vraiment intéressant, je l'ai survolé, il est très très intéressant. Voilà, il apporte pas mal de petits détails, notamment sur les soucis autour de la gestion de la réputation du Valais.
en accueillant des gens comme lui, quoi. Des gens sulfureux, n'est-ce pas? Ici, on a un témoignage qui est rapporté par TF1 Info, où c'est un ancien employé du bar qui donne un témoignage assez intéressant. Donc un ancien employé, hein. Jacques, c'est quelqu'un qui ne voit que par l'argent. Il nous forçait à utiliser les jus périmés dans les cocktails. Moi, à un moment, je refusais des mineurs parce qu'ils n'ont pas le droit de consommer de l'alcool fort, et Jacques nous forçait quand même à servir de l'alcool fort. Très intéressant comme témoignage. Et il y en a beaucoup des comme ça, dont celui sur la serveuse, où les patrons la décrivent comme une employée magnifique, machin, très proche de la famille, on l'aime, elle nous aime, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et vous allez voir que les parents n'ont pas du tout le même discours. Hein, très bizarre. Justement, c'est le truc d'après. Les parents de Sian Panin. D'ailleurs, Sian Panin, c'est un prénom très chelou, je trouve. Enfin, très chelou. Dans le sens où c'est la première fois que j'entends ça, hein. Ça doit être un rapport avec cyan, je pense, la couleur cyan. Hein, c'est du turquoise globalement. Mais je sais pas, je connaissais pas du tout ce prénom, hein. Bon, bref. Serveuse décédée du coup dans l'incendie de Crans-Montana démente les déclarations des propriétaires du bar, les Moretti, qui la décrivent comme une belle fille ou une petite sœur. Ils évoquent au contraire des relations professionnelles difficiles et tendues entre elle et ses employeurs. Tiens donc. Avant le drame, Sienne, du coup, aurait fait part à sa famille de son épuisement physique et moral, ainsi que du manque d'empathie et de compréhension de ses employeurs. Ils ajoutent qu'elle n'a jamais été informée de la dangerosité du plafond et n'a reçu aucune formation en matière de sécurité. Bon, alors là, est-ce qu'on vraiment peut leur jeter la pierre ou pas? Je sais pas. Parce que globalement, ne pas informer les employés de la dangerosité du plafond, bon, je pense que le mec, quand il a fait ses mousses et tout, je sais même pas si vraiment il continue à y penser, en fait, que c'était dangereux et tout. Est-ce que vraiment il y pensait ou pas? J'en sais rien du tout. Mais derrière, ne pas avoir de formation en matière de sécurité, bon, est-ce que c'est choquant ou pas? Putain, elle m'énerve cette casquette, elle tombe. Est-ce que c'est choquant ou pas? J'en sais rien. Donc bref, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi perso, c'est pas forcément ça qui me choque, hein. Moi, c'est surtout les deux discours, hein. Les discours de la famille qui décrit totalement pardon, l'inverse des patrons du coup du bar. Ici, on a des caméras de surveillance, hein, donc il y avait bien des caméras de surveillance. D'ailleurs, je suis désolé, je viens de voir que je vous avais mal remis. Merde, je vous avais mal remis le truc, l'image. Je suis désolé, je l'avais pas vu. Euh, On a un truc intéressant ici, c'est que il y a des caméras de surveillance qui ont filmé, hein, tout simplement la soirée et tout. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, on a appris que 3 minutes avant le feu, elles se sont éteintes. Vous en pensez quoi? Ah, les complots. C'est parti les complots. Non, moi, je pense que comment dire, comme l'article, du coup, d'où est tirée cette info, je pense que c'est dû à une suppression volontaire des images, hein. Ils ont supprimé volontairement les images parce que 3 minutes avant le feu, je pense que ça doit être globalement quand la meuf monte sur les épaules du gars et puis qu'elle se promène avec ses bouteilles et tout. Et qu'à la fin, ça finit par flamber. À mon avis, c'est ça qui a été coupé, et donc tout le reste après. Plus après, bah du coup, ça a cramé et tout, donc ça a arrêté de filmer. Mais c'est quand même bizarre, parce qu'en gros, ça filme jusqu'à 1h23, 3 minutes avant le drame, et après, il n'y a plus de, il y a plus d'image. Voilà. Et comme les enquêteurs le disent, hein, ils évoquent donc des suppressions volontaires. Par contre, ce qu'on voit ici, ce qui est très intéressant, c'est que on a une caméra ici à l'étage. Donc ça, c'est l'étage du bar. On voit qu'il y a personne, hein. Globalement, il y a plein de chaises vides, plein de fauteuils vides et tout. Par contre, en bas, je sais pas si vous allez bien voir, mais ça paraît vraiment blindé de monde. Donc c'est vraiment tout le monde s'est entassé en bas en fait, dans le four crématoire géant, quoi, littéralement. Ici, on a une vidéo de la télévision italienne, messieurs dames, qui teste en direct tout simplement l'inflammabilité de la mousse du plafond. Voilà. Parce que l'Italie a l'air d'être très très engagée dans cette histoire-là, contrairement à la France, où j'ai pas l'impression que globalement tout le monde en parle, c'est bizarre. Mais l'Italie, ils ont l'air d'être vraiment très très touchés par cette affaire. Si bien qu'il y a des tests comme ça qui sont faits à la télé, et en fait on voit, hein, les mecs qui brûlent la mousse, et tu regardes la mousse, elle prend feu en 2 secondes. Moi, comme je vous l'ai dit, les mousses que j'ai dans mon bureau, c'est des mousses inifugées. J'ai fait le test chez moi avec un briquet et tout, enfin un allume-gaz, et j'ai essayé de cramer en fait mes mousses. Sauf que dès que j'arrête la flamme, hein, dès que je coupe l'allume-gaz et que je l'enlève, la flamme s'éteint direct. Et c'est totalement inifugé. Là, par contre, on voit que c'est l'inverse. Quand la flamme s'en va, le truc il prend feu, mais d'une puissance. Regardez,
Regardez comment ça crame, la vitesse où ça a cramé. Il suffit juste d'un petit départ, en fait, d'un tout petit départ, et en quelques minutes, ça flambe, mais d'une puissance. C'est choquant, hein. Regardez ça. Comment ça crame un max. Imaginez les gens quand ils étaient en dessous, bordel de merde. Et le pire, c'est que quand c'était comme ça, ils étaient tous en train de chanter encore, hein. C'est dingue. Ça crame à une vitesse. Donc bref, en tout cas, l'Italie a l'air vraiment d'être très touchée par ça. Et justement, on a la réaction après de Mélanie, comme je vous l'ai dit. Bref, ici on a les propos, on a les déclarations de Jacques Moretti qui nous dit « Je ne suis pas responsable, ce n'est pas ma faute ». Jacques Moretti rejette toute responsabilité lors de son interrogatoire après l'incendie de son bar qui a coûté la vie à 40 personnes. Il affirme que le spectacle de bougies serait le fait de ses employés. Donc lui, il se défausse sur ses employés pour ça. Ce sont eux qui ont fait ça, ce n'est pas mon initiative, même si je ne l'ai jamais interdit non plus. Voilà, donc en gros, c'est de la faute des employés si le feu a pris, enfin s'il y a eu un départ de feu. Euh, Concernant les portes bloquées et verrouillées qui ont empêché les clients de s'enfuir, il attribue la responsabilité à des tiers, donc à d'autres gens, voilà, il ne sait pas. Il est également revenu sur la chaise bloquant la sortie de secours, affirmant qu'elle aurait été placée là par un client la veille. Comment il peut le savoir? Et s'il le sait, pourquoi il ne l'a pas enlevé? Autre déclaration ayant suscité de vives réactions, nous sommes aussi des victimes de ce qui s'est passé, tout en précisant que lui et son épouse ne le sont pas au même titre que les morts et les blessés. Voilà, donc vous en faites ce que vous voulez, hein, vous avez l'info, maintenant vous démerdez avec ça, sans témoignage. Eh oui, il a été libéré. La justice suisse a ordonné la libération de Jacques Moretti, copropriétaire du bar de Constellation. Il quittera la prison de Sion mais sera soumis à des mesures de substitution pour éviter la fuite. Parce qu'il y a un gros risque de fuite sur ce mec-là. Je crois que c'est la justice suisse, ou je sais plus quelle justice, ou italienne d'ailleurs. Je sais plus, on en avait parlé dans la dernière vidéo, je crois. Où justement ils ont peur d'un risque de fuite assez énorme avec ce mec-là. À tout moment, le mec disparaît et tu le retrouves jamais, quoi. Donc c'est bizarre, mais il a été libéré en fait. Pourquoi? Parce que il y a eu un virement sous caution, je sais plus où c'est. Ah oui, c'est là qu'on l'apprend, c'est avec la réaction de Mélanie justement. Mais en gros, il a été libéré sous caution. Voilà, 200 000 francs suisses. Alors je sais pas combien ça fait en euros et tout, et globalement je m'en fiche un peu, mais en gros, il a été libéré sous caution. Super. La première ministre italienne Giorgia Meloni s'est dite indignée après la libération de Jacques Moretti. Elle dénonce une insulte à la mémoire des victimes et à leurs familles et annonce que le gouvernement italien exigera des explications aux autorités suisses. Jacques Moretti a été remis en liberté après le versement d'une caution de 200 000 francs suisses, assortie de mesures visant à prévenir tout risque de fuite. Magnifique. C'est magnifique. Et enfin, on termine là-dessus par un truc assez heureux, voilà, une bonne nouvelle, on peut dire, puisqu'on a Elsa, une gamine de 15 ans, qui était dans le bar, hein, donc encore une fois, 15 ans. Et vous allez me dire, mais toi, t'es jamais sorti dans un bar? Non, non. À cet âge-là, j'allais pas dans des bars ou dans des boîtes, moi. À 15 ans, voilà. À 15 ans, j'allais dans des restaurants, j'allais, je sais pas, dans des trucs, mais j'allais pas faire une teuf gigantesque jusqu'à je sais pas quelle heure dans la nuit, avec plein de gens que je connais pas, avec enfin à boire de l'alcool et tout. À 15 ans, mes parents m'auraient jamais laissé faire ça, et heureusement en fait. Heureusement. Donc moi, quand je vois tous ces gamins de 15 ans qui sont dans un état lamentable et ceux qui sont morts, parce que leurs parents leur ont dit oh vas-y tu peux y aller, ou alors d'autres parents qui n'ont plus aucun contrôle sur leurs gosses, je trouve ça tellement triste en fait. Je trouve ça vraiment très triste parce que bah putain, à 15 ans t'as rien à foutre dans un bar comme ça jusqu'à 2-3 heures du matin à boire de l'alcool, enfin je sais pas, bref, à te faire zouker dans tous les sens par des zigotos et tout, enfin l'enfer. Donc bref, elle se réveille du coup après 22 jours de coma. Elsa Rubino a été gravement brûlée dans le drame de Crans-Montana, en Suisse, la nuit du Nouvel An, blablabla. Après 22 jours de coma artificiel, la jeune fille de 15 ans s'est réveillée, elle a reconnu ses parents à son réveil. Pour nous, sa mère et moi, ce fut un moment bouleversant, a déclaré le père, tu m'étonnes. Hospitalisée à Zurich, la lycéenne est encore trop faible pour être transférée dans un autre hôpital. Elle doit subir pour la 3e fois une opération de l'intestin, retardée en raison d'une bactérie. Elle souffre également de brûlures sur plus de 60% de son corps. C'est une étape importante, mais le parcours sera long et difficile, et elle en prend de plus en plus conscience. 2 semaines après son placement en détention préventive, Jacques Moretti donc a été libéré.
Bref, donc la gamine, avant, après, encore une fois, 15 ans, hein. 15 ans, attention, ok, attention, il y en a peut-être qui vont trouver choquant mes propos. Je sais pas, on va dire que moi je suis assez. J'ai une vision très conservatrice de certaines choses, ok. Et quand je vois une gamine de 15 ans, comme ça, putain, j'ai peur. J'ai peur, bordel, j'ai peur de. J'ai peur. J'ai peur, et quand je l'imagine au milieu d'une soirée en train de se faire zouker, mon Dieu. Mon Dieu, au secours. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, donnez-moi un peu votre avis là-dessus. N'oubliez pas le petit like, le petit partage. En ce moment, YouTube est très très compliqué avec la monétisation. Alors je compte sur vous pour vraiment prendre 2 secondes, histoire de lâcher un commentaire, un smiley, un emoji, j'en sais foutrement rien. Un petit commentaire, n'oubliez pas le petit like, vraiment c'est hyper important. Le partage si vous le pouvez sur les réseaux, etc. Et vous avez tous les liens dans la description pour me rejoindre et me soutenir. On se dit à la prochaine. Ciao.